Après notre premier débat organisé ici à Addis Abeba avec les candidats à la présidence de la Commission, l'Union africaine a décidé d'inscrire cette démarche de transparence dans ses textes. Désormais, les candidats à ce poste, à cette fonction stratégique pour le continent, doivent se soumettre à cet exercice pour expliquer leurs projets, pour dire ce qu'ils ont envie de faire. Débat retransmis par l'ensemble des chaînes appartenant à l'Union africaine. Élu en janvier 2007, Moussa Faki Mahamat est cette fois-ci l'unique candidat. Il aspire à un second mandat de 4 ans à la tête de cette institution. Il va nous expliquer ce qu'il a l'intention de faire au sein de cette institution qui est la plus importante sur le continent et l'une des plus grandes au monde avec sa population d'1,2 milliard d'habitants, 55 États. Alors, notre invité aujourd'hui est M. Moussa Faki Mahamat. Moussa Faki Mahamat, bonjour. Monsieur Alain Foucault. Merci de nous recevoir ici. Alors, avant de parler de l'avenir, on va faire un bilan. Bilan parce que vous avez passé 4 ans à la tête de cette institution. Si on devait dire, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit pour ces 4 années passées ici, que diriez-vous? Monsieur Foucault, il est toujours souhaitable que ce soit les autres qui apprécient ce que l'on a fait. Toutefois, je pourrais dire humblement que je suis fier d'avoir contribué au lancement de 2 projets phares dans le cadre de l'intégration du continent. D'abord la réforme institutionnelle et financière de l'organisation, ensuite la zone de libre-échange continentale. J'ai également, la Commission a également contribué à l'apaisement ou à l'atténuation d'un certain nombre de conflits, même si malheureusement nous n'avons pas atteint l'objectif affiché qui était très volontariste de déterrer les armes à l'horizon 2020. Je pense que la Commission et moi-même avions également contribué à faire entendre la voix de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Union africaine, vous l'avez si bien dit, est l'un des acteurs principaux sur la scène internationale. Alors, j'ai envie que nous procédions de façon ordonnée. Là, vous avez un peu brossé ce que vous avez fait, ce qui vous paraît être votre bilan. On va commencer par le commencement qui est la réforme. La réforme de cet outil que tout le monde trouve particulièrement lourd, que tout le monde trouve... Certains ont même carrément parlé d'un mastodonte qui ne peut pas bouger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir changé quoi que ce soit dans ce domaine-là? Est-ce que les décisions se prennent plus rapidement que par le passé? Oui. Déjà en janvier 2017, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté une importante décision. La décision 625, c'est celle qui a dressé un peu la feuille de route de cette réforme. La réforme est d'abord institutionnelle. Vous l'avez si bien dit. Je crois qu'en héritage de l'OUA, nous avions créé un nombre important d'organes. Nous avons multiplié les initiatives qui trop embrassent mal-être. Donc il a fallu vraiment prioriser. Et dans cette décision, 3 ou 4 domaines ont été assignés à l'Union africaine. D'abord les questions politiques, les questions de paix et sécurité, les questions de l'intégration et les partenariats de l'Union africaine avec le reste du monde. C'est la raison pour laquelle, d'abord au niveau de la Commission, elle a été redimensionnée. Elle est moins lourde aujourd'hui? Elle devrait être moins lourde parce que la réforme va sera mise en application dans les prochains jours avec l'élection de la nouvelle commission, le 6 février précisément. Donc si vous êtes élu, vous allez pouvoir mettre en œuvre une commission un peu plus légère. Absolument. Quand on dit plus légère, elle consiste en quoi? En nombre de personnes aujourd'hui ou pas? En nombre de personnes d'abord. De 10, nous passons à 8. Il y a un président, un vice-président, ici commissaire. Pour garder toujours cette parité entre les régions et la parité dans le genre, les régions qui auront eu un de leurs ressortissants à la tête de la commission comme président et vice-président n'auront pas d'autres commissaires. Voilà. Et les 3 autres... Parce qu'il y avait doublon à ce niveau. Voilà. Et les 3 autres régions auront chacune 2, un homme et une femme. Ce qui donnera 8, 4 femmes et 4 hommes. Monsieur le Président, lorsqu'on entend l'Union africaine, je ne sais pas à vous que je dois le dire, on le disait déjà de la défunte Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, on se dit quel est son rôle réel, quels sont ses moyens aujourd'hui, comment peut-elle agir, quelle est son action réelle?
comment peut-elle agir sur ce qui se passe sur le continent? Et généralement, on dit, elle n'a déjà pas d'argent. Comment vous allez faire pour devenir d'abord indépendant? Comment faire pour que financièrement, vous puissiez vivre par vous-même pour mener à bien ces réformes dont vous parlez? On sait que vous avez 800 milliards à peu près, 800 millions de dollars de budget, donc 80% quasiment viennent des institutions internationales et des partenaires. Comment vous faites pour trouver de l'argent pour faire fonctionner quelque chose qui est aussi important? Et on sait que celui qui paye commande. D'abord, l'Union africaine est l'héritière de l'Organisation de l'Unité africaine, qui historiquement a joué un rôle important, celui de la libération du continent. Et donc, avec sa transformation en Union africaine, l'Union africaine se veut une organisation d'intégration, intégration économique, intégration politique et le porte-voix du continent. Il est bien vrai que jusqu'à une époque récente, l'essentiel du budget de l'organisation est financé par les partenaires. C'est pour cela qu'en 2015, il a été décidé que dorénavant, déjà en 2015, le budget de fonctionnement doit être entièrement pris en charge par les États membres et 75% des projets et des programmes également par les États africains. C'est la raison pour laquelle, déjà en juillet 2016, il a été décidé à Kigali de procéder à une réforme sur le plan financier, notamment avec les fameux 0,2% de toutes les exportations éligibles, des importations éligibles des États pour financer le budget de l'organisation. À ce jour, près de la moitié des États appliquent ce barème. Près de la moitié? Près de la moitié. Je peux vous dire que cette année, malgré la pandémie, nous sommes aux alentours de 200 millions de dollars de contributions des États membres, ce qui fait 81% de ce qu'ils devraient à l'organisation. C'est un déclic important. Nous avons adopté également non seulement un barème de contribution, mais également des sanctions. Ce qui vraiment a incité les États. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à 81%, un peu plus même que l'année dernière où on était à 79% de contribution. Cela veut dire que cette mesure fait que les États sont à jour aujourd'hui de leurs cotisations? Absolument. Parce que jusqu'à maintenant, on savait que c'était les grands États comme l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Maroc qui payaient leurs cotisations, qui étaient les principaux contributeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les autres États suivent? Oui. Quand je vous dis que nous sommes à 81%, je crois que c'est un pourcentage très important. Et croyez-moi, tous les États, quel que soit leur niveau de développement ou leur taille, contribuent. Et ça, c'est un élan qui est très important. Par ailleurs, à égalité également, ou pas? À égalité, non, il y a un barème de contribution. Il y a un barème de contribution parce que celui qui paye le plus a plus d'influence, forcément. D'influence, peut-être non. Mais, par exemple, dans le personnel, il y a des quotas qui sont calculés sur la base de la contribution des États. J'ai dit par ailleurs que le fonds de la paix qu'on a relancé en 2018, aujourd'hui, sur nos livres, nous avons à peu près 200 millions de dollars. Ça, c'est quand même également un élan extraordinaire parce qu'il a été mis en place en 1993. Là, en 2 ans, nous avons déjà presque 200 millions de dollars et je crois que c'est un élan qui est appréciable. C'est un élan appréciable, mais est-ce que vous parviendrez à vous défaire des grands partenaires internationaux qui jusqu'à maintenant financent le plus gros? Est-ce que vous avez le sentiment qu'à ce rythme-là, vous arriverez à une autonomie financière au sein de l'Union africaine qui est nécessaire? Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Il est bien vrai que, par exemple, dans le domaine de la paix et de la sécurité, vous le savez très bien, cela est du ressort du Conseil de paix et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons un débat sur cette question qui continue parce que nous pensons, par exemple, le terrorisme dans le Sahel ou dans le bassin du lac Tchad, c'est une menace à la paix internationale et cela doit relever du Conseil de sécurité des Nations Unies et donc tous les financements devraient être sur le fonds des Nations Unies. Mais effectivement, l'objectif est l'autonomisation de notre organisation par rapport, même si cela ne veut pas dire que nous allons vivre en autarcie et ne pas continuer nos partenariats. Il vaut mieux se financer soi-même. Absolument. Donc, surtout lorsque l'on se souvient de l'histoire du bâtiment construit par les Chinois ici et qui vous espionnait. C'est réglé cette histoire aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y ait, j'ai écouté, on a vérifié, il n'y a pas eu cette question d'espionnage. Mais celui qui construit votre maison pour que vous y habitiez. Que j'aurais été plus fier
sur ces bâtiments, comme Africa House, absolument, où nous nous trouvons aujourd'hui, qui a été entièrement financé par les Africains. Oui, donc peut-être qu'il faudrait prendre une décision pour que ce soit les Africains qui financent au moins leurs bâtiments, les locaux dans lesquels ils travaillent. Absolument. Alors, l'autre chantier, l'autre grand chantier au-delà du financement, c'était la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que le projet est très beau sur les papiers, mais est-ce que ça va se réaliser? Alors, il y a quelques jours, le 1er janvier, nous avons officiellement lancé ce projet. C'est-à-dire, dorénavant, on va commercer sous l'égide de cet important accord. Il est bien vrai que c'est un processus qui a commencé déjà en 1963. Mais je crois qu'à partir de 2018, nous avons fait des pas de géant. Aujourd'hui, 34 États membres ont ratifié cet accord, ce qui est un record. 54 sur les 55 l'ont déjà signé. Il y a bien entendu, quand on parle de commerce, il y a la question importante des infrastructures. Donc il faut physiquement connecter le continent. Il y a des barrières encore, je dirais même psychologiques, politiques. Oui, parce qu'on a encore des visas entre certains États africains. C'est donc lorsqu'on entend les CAF, on s'interroge. Nous avons insisté et il y a un protocole sur la libre circulation des biens et des personnes, le droit d'établissement et même le projet d'un passeport africain. Les textes sont là, nous sommes en train de pousser les États à les ratifier et progressivement, je pense que tout le monde commence à sentir la nécessité de se connecter. Parce qu'in fine, il n'y a que cette voie-là qui puisse sauver ce continent. Si le projet est beau, Monsieur le Président, on a le sentiment que les gens restent très jaloux de leurs prérogatives, de leur souveraineté dans la plupart des États. Quel est le moyen que vous avez de pousser les autres à commercer? Est-ce que le projet n'est pas trop gros? On n'aurait pas dû partir avec des gens qui sont volontaires, tout simplement, pour que les autres s'y arriment? Écoutez, nous avons procédé, et d'ailleurs dans la pratique, on procède ainsi. D'abord au niveau des communautés économiques régionales. Au niveau de la CEDEAO, il y a des accords, il y a une ouverture. Au niveau de la CEAC ou de la CEMAC, malheureusement l'Afrique centrale est très en retard. Au niveau de la SADC ou de la COMESA, il y a, ou de la zone de l'Afrique de l'Est, il y a des étapes qui sont franchies. Il faut être ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et la connexion du monde, il y a absolument nécessité d'ouvrir les frontières. De toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, elles sont déjà ouvertes. Et donc il serait illusoire pour ceux qui croient qu'il faut se cloisonner et vivre en autarcie. Je crois qu'ils vont à contresens de l'histoire. Oui, mais vous qui êtes d'origine d'Afrique centrale, vous venez du Tchad, on sait bien que c'est la partie la plus réticente, le ventre mou un peu de cette intégration continentale. Quels sont les arguments que vous avez, ou au moins les moyens de coercition que peut avoir une institution comme l'Union africaine pour contraindre les gens à s'arrimer à cette démarche, qui est une démarche naturelle qui s'impose? Dans le cadre de la réforme institutionnelle, nous avons institué ce qu'on appelle la réunion de coordination. Avant, nous avions deux sommets pendant l'année. Maintenant, le deuxième sommet est transformé en une réunion de coordination. Il y a le bureau de la conférence des chefs d'État, la commission de l'Union africaine et les 8 communautés économiques régionales qui sont reconnues par l'Union africaine pour travailler ensemble. On fait le point chaque année. Et je crois que c'est là, nous avons tenu déjà 2 réunions, cela a donné une impulsion pour voir, apprécier l'état d'intégration au niveau de la région, voir et apprécier l'intégration entre les différentes communautés économiques régionales et voir de façon générale l'intégration au niveau du continent. C'est un processus certes lent, mais je suis très optimiste parce que je l'ai constaté, il y a eu un véritable engouement et je suis certain que c'est cette voie qui sera suivie. Je sais que ça marche en Afrique de l'Ouest, je sais que ça marche dans les pays de l'Afrique des Grands Lacs, dans les pays de l'Afrique de l'Est, mais la question de l'Afrique centrale reste pendante. Est-ce qu'il existe un moyen de convaincre ceux d'Afrique centrale que l'intégration continentale est urgente? D'abord, je me félicite que tout récemment, à la fin de l'année dernière, en décembre et en janvier, la CEAC a transformé la communauté économique des États de l'Afrique centrale a transformé son secrétariat général en une commission. Ils ont mis en place une commission avec un président de la commission. Ils sont en train de travailler sur la réforme de la CEMAC parce que c'est la CEAC qui constitue la communauté économique régionale. C'est un pas important que nous encourageons, mais je l'avoue, c'est la région qui est la plus en retard, quoique la plus riche potentiellement, parce qu'elle regorge des ressources extraordinaires. Donc il faut nécessairement pousser davantage
Et je crois que les États sont conscients, les chefs d'État sont conscients de cette nécessité. Alors, l'une des ambitions de l'Union africaine, dans le calendrier qui avait été organisé, était de faire taire les armes sur le continent en 2020. À l'heure où nous parlons, nous sommes en 2021, il existe encore de nombreux foyers de conflits sur le continent. L'Union africaine a échoué de ce côté-là. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bougé un tout petit peu les lignes? Oui, il existe encore beaucoup de zones de conflit. D'abord, il faut remarquer, fort heureusement, qu'il n'y a plus de conflits entre États africains. La plupart des conflits sont intra-étatiques. S'y est ajouté malheureusement le terrorisme, qui est un phénomène mondial. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui a atteint le Sahel, ce qui a atteint le bassin du lac Tchad, ce qui se passe en Somalie et même au Mozambique, ce sont les expressions du terrorisme international, qui est une nébuleuse et qui est connue, et pour laquelle il faut mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Au niveau du continent, nous avons fait des efforts, par exemple au Soudan. La médiation africaine a permis quand même à cette transition après le changement en avril 2019 de mettre le pays dans une situation de transition consensuelle. Nous avons fait des efforts en République centrafricaine. Vous allez me dire que les armes tonnaient avant-hier matin ou même absolument, à l'heure où on parle d'ailleurs. Un accord a été signé. Nous continuons à travailler avec la CEAC, qui est la communauté économique régionale, conformément au principe de la subsidiarité, pour amener les parties centrafricaines. La Centrafrique, ça fait pratiquement 2 décennies qu'elle est dans cette situation. La région s'est engagée, l'organisation continentale s'est engagée, il y a une mission des Nations Unies qui est sur place. Il nous faut redoubler davantage d'efforts pour pouvoir définitivement tourner cette voie. Aujourd'hui, des rébellions armées en Afrique, cela ne pourra jamais s'expliquer, se justifier. Il faut tout faire pour que l'espace politique puisse permettre aux gens de s'exprimer autrement. Justement, vous me tendez là une perche extraordinaire, Monsieur le Président. On sait que le débat, lorsqu'on parle de terrorisme, revient à la question de la démocratie. La démocratie sur le continent est malade. On peut dire ce qu'on veut, elle est malade. Entre les tripatouillages des constitutions, les coups d'État militaires qui arrivent après ça, et l'expression de la rue très souvent qui finit par renverser les régimes. De quels moyens dispose l'Union africaine pour influer dessus, pour installer des régimes démocratiques, ou en tout cas conforter la démocratie sur le continent? De quels moyens disposez-vous, Monsieur le Président? Est-ce que vous n'êtes pas les mains liées là-dessus? L'Union africaine a fait des efforts et continue à les faire, mais il faut le reconnaître, que la démocratie est malade, que le constitutionnalisme africain est malade. Personne ne peut dire le contraire. Les élections qui sont supposées être des solutions aux problèmes sont devenues des problèmes, au lieu d'être des solutions. Absolument. Et l'Union africaine navigue, j'ose les termes, entre le respect de la souveraineté des États et le respect des engagements, notamment la charte africaine sur les élections, sur la démocratie, que nous nous sommes donnés. La tâche n'est pas facile. Nous continuons à plaider, à convaincre les uns et les autres sur la nécessité de procéder autrement, éviter la violence. Et donc, le plus important, c'est respecter les constitutions qu'on s'est données. Oui, mais de quels moyens disposez-vous pour empêcher à quelqu'un de toucher à sa constitution? On a vu certains dirigeants, et pas des moindres, toucher à cette constitution et tout est passé comme si de rien n'était. Que peut faire l'Union africaine? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme dispositif pour que l'Union africaine puisse empêcher ce genre de choses qui apportent les guerres dont on parle, qui apportent les rébellions dont on parle? C'est un problème presque général dans le continent. Et vous l'aurez remarqué dans ma vision que j'ai soumise et qui sera disponible, et qui est déjà disponible d'ailleurs, je me suis proposé d'ouvrir un débat au niveau du continent sur la problématique. Quand bien même chaque État est libre de choisir son système politique, le plus important, c'est de respecter les termes de cette constitution. La loi fondamentale. Absolument. Parce que la violer suscite une réaction fort légitime, et c'est là, ça fait partie des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est une question de fond, c'est une question qui se généralise dans le continent, et il ne servirait à rien de fermer les yeux sur cette question. Il faut interroger nos textes au niveau de l'Union africaine, interroger nos mécanismes et nos moyens d'action, et interroger les États sur la nécessité de se donner des constitutions, parce que c'est le texte le plus important, et se donner les moyens de les respecter.
on aurait... Mais Monsieur le Président, les gens vous disent dans la rue, il faudrait peut-être qu'il y ait des moyens de coercition. De quels moyens de coercition disposez-vous aujourd'hui? Parce que lorsque vous arrivez, vous faites des grandes déclarations de circonstances, mais on se rend compte de plus en plus que ces chefs d'État-là, ils se disent, bon, ils peuvent toujours brailler. Il n'y a pas de moyens de coercition. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en place? Il n'y a pas de moyens de coercition en tant que tel. Il serait illusoire, à mon sens, dans les relations internationales. Tout, c'est de se convaincre d'un certain nombre de valeurs qu'on partage. Et c'est là, c'est le cas au niveau de l'Union africaine. Il faut faire en sorte que les États, que les chefs d'État respectent ce qui a été convenu. C'est un contrat social. Et donc, quand vous vous donnez une constitution, vous avez des règles qui sont établies, la moindre des choses, c'est de les respecter. Sinon, on suscite des rébellions, sinon on suscite des coups d'État auxquels on ne peut pas grand-chose aujourd'hui. Là, je vais revenir sur cette question. Je reviens sur cette question parce que la question de la démocratie est centrale aujourd'hui. On entend de plus en plus des intellectuels africains dire est-ce que c'est l'urgence? Après ce qu'on a vu aux États-Unis avec le président Donald Trump qui quitte le pouvoir dans les prochains jours, est-ce que c'est la question centrale, la démocratie? Est-ce que l'Afrique ne doit pas se réinventer? Est-ce que l'Union africaine ne doit pas travailler à trouver son propre modèle de gouvernance qui ne soit pas calqué sur les modèles qui existent déjà et qui aujourd'hui montrent leurs limites? Aucun modèle ne peut être universel. Les sociétés, les nations, les États ont leur propre réalité, ont leur propre histoire, ont leur propre culture. Je pense qu'il serait illusoire de copier des modèles qu'il faut transposer partout. C'est ce qu'on a essayé de faire. faire. A montré ses limites. Le plus important, c'est un contrat social, un contrat politique. Et au niveau de chaque État, il faut s'entendre de manière consensuelle sur les règles du jeu. Et il faut les respecter. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, la démocratie, on le sent un peu partout, elle est en difficulté. Et vous avez cité le cas des États-Unis qui, il faut le dire, s'est posé comme donneur de leçons dans toute la situation qui se passe en Afrique. Mais nous l'avons constaté, que le temple de la démocratie, qui est le Capitole, a été violé. Et ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Ça ressemblait, comme il disait, à un état de M, hein, comme l'a dit le président Donald Trump lui-même. Mais est-ce que ça n'a pas été un signal qui devrait inspirer vous, les dirigeants africains, à se dire quel modèle devons-nous adopter aujourd'hui? Est-ce que ça ne doit pas être un programme aussi? Absolument. Quand je me dis qu'il faut interroger notre situation, il faut faire le bilan. C'est justement, il faut que les intellectuels, les universitaires, les politologues, les hommes politiques, la société civile africaine s'interrogent sur notre modèle. Il faut un modèle d'abord accepté par les Africains et respecté par les Africains. Parce que ça, c'est quelque chose de fondamental. L'universalisme est une bonne chose. Il y a des valeurs qui sont partagées, comme les droits de l'homme, la dignité, la liberté. Ce sont des droits qui sont universellement reconnus à chaque être humain. Et comme vous avez cité l'exemple des États-Unis, c'est comme si, d'ailleurs, ni la vertu, et peut-être même la bêtise n'est le monopole de personne. Alors, on reproche souvent, et là je vais revenir là-dessus, sur la question de la sécurité dont vous avez parlé, parce que c'est l'un des principaux points qu'on dit souvent lorsqu'on parle de l'Union africaine, qui est celle d'une armée africaine. N'est-ce pas une nécessité que vous puissiez, vous, au sein de l'Union africaine, qui représentez le continent tout entier, lever une armée qui puisse intervenir au lieu de faire venir les autres, qui quelquefois ont d'autres projets, ont d'autres calendriers? Dans le cadre de notre stratégie, la stratégie africaine de paix et de sécurité, nous avons des brigades régionales qui sont prêtes. Chaque région a une brigade qui est mise en place et qui est supposée être la force qui doit intervenir en cas de nécessité dans cet espace. C'est ce qu'on appelle les forces africaines en attente. Nous avons vraiment progressé sur ce dossier et je crois qu'au cours des prochaines 4 années, nous allons finaliser. Nous avons même un centre qui est à Douala, au Cameroun, qui est le centre d'approvisionnement. Nous avons du matériel, nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir doter ces forces-là quand elles seront déployées. Alors, je disais sur cette question, la question du terrorisme et peut-être la pratique.
sincèrement, je ne suis pas particulièrement fier que des forces étrangères au continent interviennent pour aider un État africain en difficulté. Je l'ai dit à maintes reprises au chef d'État, il faut absolument que la solidarité africaine agisse. Nous sommes 1,2 milliard, nous sommes 55 États membres. Il n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui que l'on continue. Si c'est une mission des Nations Unies avec un mandat du Conseil de sécurité, ça se comprendrait. Et il faut absolument qu'au niveau du continent, l'on mette en œuvre ce que nous avions décidé, à savoir la sécurité collective. Bien. Alors, l'autre aspect qui revient souvent, c'est l'économie. L'économie, on parle beaucoup de politique au sein de l'Union africaine. Quelle est la stratégie économique de l'Afrique? Certains disent on attend l'industrialisation depuis longtemps. Il y a 60% de la population qui est jeune, qui a besoin d'emploi, qui ne demande qu'à travailler. Quel est le projet dans ce sens-là? Le projet intégrateur le plus emblématique, c'est la zone de libre-échange continentale. Nous constatons aujourd'hui que le commerce entre les États africains est de moins de 20%. Donc nous avons des économies extraversées, à l'import comme à l'export. Nous exportons des matières premières, nous importons des matières finies, et cela a duré 60 ans. Il est temps. Et je crois que la première chose à faire, c'est d'ouvrir le marché africain. Nous avons en 2018 qui représenterait un marché d'un milliard ce qu'on appelle le ciel africain pour le transport aérien. Il faut absolument, et cela va certainement enclencher un processus de développement. Quand quelqu'un qui produit au Cameroun ne peut pas accéder au Nigeria ou au Tchad ou à la République centrafricaine, c'est absolument absurde. Aujourd'hui, tous les économistes le disent, et c'est pour cela que nous travaillons. Nous avons réformé même le NEPAD, qui est l'instance en charge de concevoir et de coordonner notre action économique. Nous avons notre secrétariat général de la zone de libre-échange continentale qu'on a installé en août dernier à Accra. Nous avons lancé le 1er janvier cet important projet et je crois, par ailleurs, l'industrialisation, le développement de l'économie, le potentiel en matière naturelle du continent est connu. Mais, par paresse ou par tradition, nous avons continué à utiliser les canaux anciens qui ont montré leurs limites et on s'est rendu compte finalement qu'il faut revenir à des fondamentaux aussi simples que celui de se prendre en charge. Celui de se prendre en charge, ça passe par quoi aujourd'hui? Parlons d'industrialisation. On va parler des infrastructures après parce que c'est là encore la faiblesse du continent, de cette industrialisation. Cette industrialisation, par qui doit-elle être impulsée? Puisque si on a un marché d'1,2 milliard d'habitants, il va falloir fabriquer pour cet ensemble-là. Qui doit impulser? C'est l'Union africaine, puisqu'on sait que chaque État a envie de tirer la couverture à soi. Et comment vous allez faire ça? Si on vous donne 4 ans supplémentaires aujourd'hui, comment vous pousser les États vers l'industrialisation au lieu de vendre toujours des matières premières? C'est travailler d'abord avec les États et surtout les communautés économiques régionales. Nous sommes organisés en communautés économiques régionales. Sur le plan géographique, il y a une certaine coordination de proximité. Par exemple, la zone de la SADC, elle a un potentiel important. L'un des problèmes... Qui est la zone de l'Afrique australe. L'un des problèmes auxquels on a fait face et sur lesquels il faut travailler de manière plus urgente, c'est celui de l'énergie. On ne peut pas faire de l'industrie sans énergie. C'est pour cela que le barrage Inga fait partie des projets phares de l'Union africaine. Mais qui est un peu l'Arlésienne, ça dure depuis tellement longtemps que malheureusement, les choses étant liées par ailleurs, l'instabilité de la République démocratique du Congo, le contexte dans les Grands Lacs a été un frein. C'est pour cela qu'il y a un lien entre développement, sécurité, paix. Mais je pense qu'il y a des pôles. Le Nigeria, la RDC, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, il y a des pôles, je crois, qui peuvent impulser ensemble ce processus d'industrialisation, quitte à créer les infrastructures nécessaires pour pouvoir connecter l'ensemble au niveau du continent. Oui, mais est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez ce rapprochement? Parce que dans les papiers, c'est très beau, la ZLECAf, qui n'en rêvent pas. Mais est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous rencontrez les dirigeants, vous qui êtes avec eux au quotidien, qu'il y a cette démarche de dire retrouvons-nous, soyons ensemble pour créer un pôle de développement, pour mettre en marche cette industrialisation? Est-ce qu'il ne faut pas un leader dans ce domaine-là? Écoutez, je sens
que les chefs d'État sont engagés dans ce processus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, les règles internationales, la réalité commerciale, industrielle, nous obligent, nous l'avons vu avec cette terrible pandémie. Le continent était pratiquement sans même les masques. C'est vrai on va parler de la Covid dans un instant. Mais cela démontre, une fois de plus, de la nécessité d'avoir un minimum au niveau du continent. Je crois que l'extraversion de notre économie, de nos économies, a montré ses limites. Il faut nécessairement, et je crois qu'il y a intérêt, parce que ces États qui ont la capacité de produire, ils ont un marché. Nous sommes 1,2 milliard. C'est un marché extraordinaire. Je sens le frémissement, mais il faut continuer à pousser davantage. N'avez-vous pas le sentiment que ces grandes puissances qui viennent, à juste titre, hein, c'est la règle du jeu, que ces grandes puissances qui viennent sur le continent ne facilitent pas cette intégration économique? Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense à l'Europe. Pourquoi les faciliterait-elle? Oui, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir... C'est à nous d'être jaloux, de prendre conscience de la nécessité de nous développer nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça, c'est évident. Naturellement, les partenaires, on en a besoin, mais ils ont leurs propres intérêts. Si ça ne dépendait que d'eux, ils nous considérons toujours comme un marché. Mais est-ce que c'est perçu par nos dirigeants? Vous qui vivez avec eux, qui travaillez avec eux au quotidien, et qui est à la tête de la commission, est-ce que c'est perçu par eux qu'il va falloir être plus jaloux de nos intérêts aujourd'hui et de faire de notre continent un vrai marché pour que ce ne soit pas le terrain de jeu, le terrain de vente, le terrain d'écoulement des produits fabriqués ailleurs? Je pense qu'ils les savent tous, même si parfois, peut-être pour des raisons à court terme, certains s'adaptent à un certain nombre de situations, peut-être à chaque jour suffisant sa peine, mais je pense qu'il y a une parfaite, il ne faut pas être un grand clerc pour le comprendre, que ce schéma a vécu. Il faut nécessairement s'inscrire dans une autre dynamique. La jeunesse de notre continent, le dynamisme des femmes, il y a un véritable bouillonnement à la base auquel il faut répondre. Sinon, cette vague va emporter tous ceux qui y résisteraient. Alors, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 60% de la jeunesse. 60% de la jeunesse qui ne demande qu'à trouver du travail, qui ne demande qu'à se mouvoir. Quel est le projet que vous avez pour les 4 prochaines années pour cette population-là, qui est majoritaire? Il faut d'abord être à l'écoute de la jeunesse. J'ai nommé en 2018 une envoyée spéciale. C'est pour vous dire, Monsieur Foka, on a ouvert le poste à candidature. Il y a eu plus de 800 candidats de jeunes filles et garçons. Nous avons mis en place un jury qui a sélectionné. C'est une fille qui est la première et qui a été nommée. J'ai eu à le constater, parce que j'ai visité quand même 45 des 55 pays membres de l'Union africaine pendant mon mandat. On constate le bouillonnement, le dynamisme de cette jeunesse, mais par ailleurs également, parfois, son découragement. Il y a une nécessité d'agir et d'agir maintenant. Il ne faut pas être populiste ni démagogue. Rien ne s'obtiendra comme ça. Il faut mettre les gens au travail. Les vertus du travail doivent être développées et inculquées dans la tête de tout un chacun. Ni traverser le Sahara, ni traverser la Méditerranée n'est la solution. Mais si sur place, on n'a pas d'alternative, on n'a pas de perspective, les gens ont envie de s'en aller, qu'est-ce qu'on leur offre aujourd'hui à cette jeunesse? Que leur propose-t-on? Il faut améliorer l'environnement, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'emploi. C'est ça la raison d'être d'une organisation comme l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Nous avons un potentiel important, nous avons des bras valides, nous avons un marché de consommateurs. Il faut les transformer d'abord en producteurs. Il faut créer les conditions. C'est là toute la nécessité d'axer le travail sur la question de l'intégration économique. Nous sommes 55 États, donc c'est une fragmentation. Il faut aller dans le sens d'intégrer nos économies
pour pouvoir constituer un pôle de développement. Cette œuvre-là, c'est celle qui mérite d'être menée. Même si c'est par étapes, il y a une conscience et il faut faire en sorte que l'on arrive tous à nous mettre pour l'atteinte de cet objectif. C'est ce qui est contenu d'ailleurs dans l'agenda 2063, qui se résume par le triptyque intégration, prospérité et paix. Si on renverse, il y a une relation dynamique entre la paix et la prospérité, et de la prospérité à l'intégration. Voilà le rêve, les aspirations qui sont contenues dans l'agenda 2063 et qui est notre bréviaire. Alors, maintenant et peut-être demain. On sait que le monde est en ce moment sans dessus-dessous avec cette pandémie de la Covid-19. Certains avaient prédit, on va dire, l'apocalypse pour l'Afrique. Comment expliquez-vous, vous qui êtes à la tête de l'Union africaine, cette résilience, le fait que l'Afrique n'ait pas été décimée comme on le redoutait? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'on entend tout le monde dire ce qu'il a envie de dire, mais c'est quoi la réelle raison? Il y a d'abord l'anticipation. Déjà le 20 février, nous avons réuni tous les ministres de la Santé des États de l'Union africaine ici à Addis. Et nous avons adopté une stratégie commune pour pouvoir contenir et combattre cette pandémie. Je ne sais pas si par ailleurs les gènes des Africains a quelque chose de plus résilient, je ne sais pas. Mais ce dont je suis certain, c'est que les mesures qui sont prises par les États membres, sous la conduite de notre structure qui est Africa CDC, celle qui prévoit pour la prévention et tout contre les pandémies, a été efficace. Je voudrais saluer le leadership du président en exercice, le président Cyril Ramaphosa. En tant que président d'Afrique du Sud, en tant que président, presque toutes les 2 semaines, en ligne, nous avons tenu des réunions du bureau de la conférence des chefs d'État, parfois élargies au président des communautés économiques régionales, pour faire le point. Nous avons mis en place un fonds Covid. Il y a une annonce de 115 millions de dollars. Nous avons déjà 50 millions de dollars à la disposition d'Africa CDC. Nous avons mis en place un conseil d'administration. Récemment, en novembre, nous avons mis en place une équipe, une task force, qui est chargée uniquement de la question des vaccins. Aujourd'hui, je crois que ce qui est à l'ordre du jour, c'est la question des vaccins. Alors on en est, parce que les Africains regardent sur les chaînes internationales parler de la vaccination, des vaccins qui vont arriver. Est-ce qu'eux vont en avoir aussi et en quantité? D'abord sur le plan international et de concert avec l'OMS, il y a ce qu'on appelle le COVAX, qui est un mécanisme pour mettre à disposition des vaccins pour les pays qui sont pauvres ou qui n'ont pas totalement des moyens. Ça fait à peu près 20% qui est assuré par le COVAX pour la vaccination en Afrique. Donc, les experts nous disent qu'il faut aux alentours de 60% de taux de vaccination pour arriver à l'immunité collective. Alors, l'équipe qu'on a mise en place a négocié avec les différents producteurs, manufacturiers des vaccins. Avant-hier, nous avons tenu une réunion du bureau sous la présidence du président Cyril Ramaphosa. Et notre équipe a déjà assuré 270 millions de doses pour l'Afrique pour l'année en cours. Nous avons également travaillé avec Afreximbank, qui est dans notre mécanisme. Elle est prête à financer, à préfinancer pour les États pour l'acquisition de ces 270 millions. Donc, si on ajoute les 270 millions de ce qu'on aura du COVAX, approximativement, ça fera 35% de la couverture vaccinale au niveau du continent africain. Bien entendu, les États, au-delà de ça, de manière bilatérale, peuvent commander et chercher à commander. Nous avons une centrale d'achat. D'abord, pour acheter les médicaments ou les outils de protection qu'on a mis en place. Et c'est cette même centrale-là qui puisse permettre, qui a négocié avec les différents manufacturiers. Le produit est disponible, on nous a assuré, et nous sommes en train de travailler sur le mécanisme de financement. Avec Afreximbank, la Banque mondiale également a mis à disposition 50 milliards de dollars pour les États. Donc nous avons informé nos États et nous sommes en train de travailler en principe. J'aime bien le en principe. Oui, cela est disponible à partir du mois de mars. Et en principe, on serait capable de commencer la vaccination à partir du mois d'avril.
ça le schéma sur lequel nous travaillons. À partir du mois d'avril, on va pouvoir commencer les vaccinations. Alors, Monsieur le Président, on a envie de dire, avec cette pandémie qui vient de secouer le monde et qui a montré les limites de notre système de santé, est-ce que ce n'est pas un secteur dans lequel on doit de plus en plus investir? Est-ce que ce n'est pas vers là où on doit se tourner? Parce que les dirigeants, ceux qui ont de la chance, vont se soigner ailleurs que sur le continent. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour mettre en place des centres de santé qui puissent servir le plus grand nombre? Absolument. Nous avons déjà mis une agence africaine de médicaments. Vous savez, M. Foka, en Afrique, à un certain moment, certains pays ont commencé sur l'industrie pharmaceutique. Ils ne sont pas nombreux, mais certains ont dû fermer. Et vous l'aurez remarqué que pendant les premiers mois de cette pandémie, même la chloroquine, la nivaquine, que nous, quand on était jeunes, consommions, il y avait pénurie dans nos États. Donc il y avait une tendance de désindustrialiser même. Je crois qu'il y a une nécessité, avec cette agence qu'on a mise en place, avec la coordination d'Africa CDC qui a des antennes dans les différentes régions. Nous sommes en train de travailler et je crois que tout le monde l'a perçu. Une étude détaillée a été faite par le NEPAD pour pouvoir insister sur la nécessité de se doter d'une industrie pharmaceutique pour un continent qui fait 1,2 milliard d'habitants et dans lequel malheureusement il y a beaucoup de pandémies et d'épidémies qui sont souvent là. Monsieur le Président, vous êtes l'unique candidat, cette fois-ci, à la présidence de la Commission. On ne sait pas comment vous avez fait, mais la dernière fois, il y avait beaucoup plus de candidats. Vous êtes tout seul. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de promettre, en quelques mots, aux Africains qui vont vous avoir certainement comme président de la Commission encore pour 4 ans? Si vous êtes choisi dans quelques jours pour continuer votre mandat, c'est quoi les principales choses que vous allez réaliser? Essayez de nous convaincre pour qu'on soit vos supporters demain. Je n'ai pas l'habitude de promettre. Ce dont je suis sûr, c'est mon engagement et ma foi dans le projet africain. Nous avons commencé une réforme importante. Nous avons à l'ordre du jour de l'accomplir, notamment sur les organes et sur les mécanismes, et faire en sorte que l'organisation soit plus efficace, plus efficiente, qu'elle soit plus proche des populations et qu'elle soit convaincante. Ça, c'est la première des choses à faire. Nous avons évalué la situation de la paix et de la sécurité le 6 décembre dernier. Un sommet extraordinaire sur le thème de l'année qui est « Terre les armes ». Nous avons constaté malheureusement, malgré les efforts qui sont faits, il y a des foyers de tension, il y a la guerre. Les armes parlent parfois même bruyamment dans notre continent. Nous nous sommes fixés encore un objectif de 10 ans, à l'horizon 2030, pour pouvoir taire définitivement les armes. Taire les armes, il faut taire les causes qui font que les armes parlent. Et ça, c'est tout un programme. Les questions politiques, les questions d'inclusion, les questions de la justice, la question de la participation de la jeunesse, des femmes, en fait de la majorité silencieuse au projet africain, par le développement. Très souvent, nous sommes pris par les querelles politiques et politiciennes. Je ne vous dirais pas discuter sur les sexes des gens, si je me permets l'expression, mais parfois, nous oublions l'essentiel. C'est cette force, les gens qui travaillent du matin au soir pour faire vivre ce continent, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il y a l'agriculture, l'industrie, les mines. Nous avons réformé les départements au niveau, dans le cadre de la réforme institutionnelle, les départements techniques au niveau de la Commission. Nous avons impliqué davantage, et nous comptons le faire davantage, les communautés économiques régionales. Il ne faut pas que l'Union africaine essaie de penser qu'elle peut tout résoudre. Tout ce qui est opérationnel doit être au niveau le plus bas, au niveau des États membres, au niveau des communautés économiques régionales. Ce sont les questions stratégiques à portée continentale qui doivent être traitées au niveau le plus haut. Les jeunes, les femmes sont la majorité dans notre continent. C'est un atout important. Il faut absolument, je dis bien, qu'au niveau national, au niveau régional, au niveau continental, qu'on se convainque de cette réalité. D'inculquer dans cette jeunesse le goût du travail. Ça, et vous l'avez créer les conditions pour que le travail puisse être possible.
On va terminer là-dessus, Monsieur le Président, en espérant qu'on reviendra vous voir et que vous aurez réalisé une bonne partie de ce que vous avez promis, parce que les Africains sont en attente. Les Africains regardent l'Union africaine et attendent qu'elle prenne son leadership, que le leadership se matérialise véritablement et que les réformes dont vous avez parlé se réalisent pour que le développement s'installe. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous recevoir. Cet entretien est à présent terminé et nous espérons revenir ici pour voir ce qui a été réalisé pour le développement de l'Afrique. À très vite.